Parti socialiste était son destin. Il y a fait ses armes avant de s'émanciper pour devenir insoumis. Bonjour. Emmanuel Morel, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Il y a plusieurs Emmanuel dans la vie politique maintenant, on s'y perd. On s'y perd. Mais vous êtes un homme de symbole. De symbole, mais tout n'est que symbole. Vous étiez finalement destiné à vous engager jeune au Parti socialiste, non? Ah bon, pourquoi? Né un 10 mai, 10 mai. élection de François Mitterrand. Et à Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine. C'est là où il y a le grand congrès en 1971 d'unification de la famille socialiste française. Ouais, que de symboles. Sur le coup, j'ai pas fait le rapprochement. C'est après, évidemment, a posteriori, qu'on se rend compte que ça a peut-être un sens. Enfin, maintenant que le Parti socialiste, je l'ai quitté. Ça s'est fait naturellement? Naturellement, non. C'est le dernier quinquennat de François Hollande a laissé des traces. C'est-à-dire que l'idée que je me faisais du socialisme, depuis tout jeune en fait, depuis mon adolescence, ça correspondait plus à ce qu'était le Parti socialiste. Voilà. Vous n'y trouviez plus votre place? C'est pas seulement une question de place, c'est que moi je m'étais engagé très jeune, avec, je croyais. Racontez-moi, pourquoi vous vous êtes engagé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence dès l'adolescence en fait. Moi je me souviens, mon premier vrai souvenir politique, c'est Malik Osekine, les manifs de 1986, manifs lycéennes. Moi j'avais 13 ans et je me souviens de l'émoi qu'il y avait dans la jeunesse française et ça fait partie des choses qui m'avaient particulièrement choqué. Et puis il y avait aussi au même moment, tout ça est loin, mais il y avait le combat contre l'apartheid avec la figure tutélaire de Nelson Mandela qui était emprisonné et des jeunes gens comme moi, on était absolument révoltés par ça. Il y a les combats antiracistes. Je me souviens aussi que très jeune, vers 13-14 ans, j'écrivais des lettres au président des États-Unis parce qu'il y avait la peine de mort qui était appliquée dans un grand nombre d'États et qui touchait particulièrement les Noirs. Et donc il y avait quand même, 13-14 ans, une sorte de révolte assez naturelle et sincère contre ce type d'injustice. Et puis il y a eu la lecture des grands textes. Moi, assez vite, j'étais pas du tout dans une famille militante. On parlait Justement, comment jamais. vos parents voyaient ça? Ils n'ont jamais forcément très bien vu mon engagement politique, mais en l'occurrence, là, c'est vraiment des lectures, quoi. Je me souviens d'un choc à 14-15 ans de découvrir des grands textes de Jaurès, de Blum, tous ces grands ancêtres, avec en plus une maîtrise de la langue française qui était stupéfiante, une rhétorique très enthousiasmante, voilà. Donc, mais je n'avais absolument pas vocation à faire de la politique. C'est juste que. Qu'est-ce que vous vouliez faire? À 13 ans, je voulais être chef d'orchestre, parce que je faisais beaucoup de musique, du piano, du violon surtout. À 14-15 ans, je voulais être cinéaste. J'étais un vrai cinéphile, passionné. J'allais à la cinémathèque très jeune. Et puis, après, je voulais faire prof de français, en fait. J'ai fait des études de littérature, très longues. Et puis, j'ai bifurqué, je ne sais pas trop pourquoi, à Sciences Po. Mais c'est un hasard total. Déjà à l'époque, on le traitait d'idéologue. Il était surtout un théoricien du socialisme. Il avait inventé le concept de front de classe et voulait que le gouvernement de la gauche négocie régulièrement un contrat social. À chaque moment de la confrontation sociale, il faut un moment qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de la discussion et du compromis social. Et le rôle de la gauche, c'est d'accompagner la confrontation sociale pour arriver à un compromis qui soit favorable au monde du travail. Vous avez la même analyse? Mais où est-ce que vous avez trouvé? J'ai quel âge là? Oh mon Dieu! Il y a quelques années. Oui, Jean Poprennes, ça a été mon seul maître en fait en politique. Je l'ai rencontré, j'étais étudiant à Sciences Po. C'était un parcours incroyable. Il avait été jeune résistant, major à l'agrégation d'histoire, grand spécialiste de Robespierre, marxiste intransigeant. Puis il avait quitté le PC dans les années 50 pour après créer un certain nombre de groupuscules, tout ça pour finir au Parti socialiste en 71. Mais ce qui était absolument fascinant chez ce vieux monsieur qui me faisait un peu peur quand même, qui avait en plus des mains immenses, c'était ce goût pour la théorie et évidemment ce goût pour l'histoire.
on avait des réunions, je me souviens, avec les jeunes poprénistes. Déjà, à l'époque, c'était presque un oxymoron. Tout le monde se moquait de moi, hein, parce qu'à l'époque, c'était un très jeune chic. archaïque. Voilà, c'était très chic d'être rocardien, ou jospiniste, popréniste, ça faisait déjà un peu ringard. Mais de toute façon, j'ai toujours été un peu ringard, finalement. Et on avait des réunions interminables où ils commençaient toujours par l'état du monde, on en revenait aux fondamentaux, vraiment des références systématiques à l'histoire de France. Il rêvait, lui, d'une grande union de la gauche. Il était obsessionnel de l'union de la gauche, du rassemblement de la gauche. Il avait bien raison. Et c'est ce qu'il avait fait soutenir François Mitterrand, accompagner François Mitterrand jusqu'en 81, et après occuper des responsabilités éminentes au parti. Vous aimez ça quand vous étiez au Parti Socialiste, en tout cas, ces idées de motion, de débat interne, de réflexion? Ah, mais moi, je pense que dans une organisation humaine, les rites, c'est hyper important. Donc moi, j'ai toujours les rites, les rituels. Donc moi, les congrès, les fêtes militantes, les réunions du Bureau national, j'ai toujours considéré que c'était des moments importants, sérieux. Alors d'abord de fraternité militante. Bon, sur la fin, c'était moins ça, en termes de fraternité. Mais aussi d'émulation intellectuelle et de confrontation. Parce qu'aujourd'hui, la confrontation, c'est pas ce qu'on voit sur Twitter où en 144 caractères, on discrédite tel ou tel adversaire. Ce qui est intéressant, c'est le débat idéologique et puis évidemment, tout ça tourné vers l'action parce que ce qui compte aussi, c'est de faire. Alors le socialisme s'est perdu? Il y a un idéal de justice, de partage. Il y a aussi une histoire qui est faite de lutte, qui est faite de grandes conquêtes sociales. Puis il y a la réalité du socialisme ces dernières années. C'est-à-dire à la fois, on a exercé le pouvoir sous François Hollande, ça a commencé par un grand renoncement, la renégociation du traité budgétaire, et ça a fini quand même par la honteuse loi travail, la déchéance de nationalité. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on tournait complètement le dos à nos valeurs fondamentales. Et puis, je rappelle quand même que c'est au moment de ce quinquennat que Valls théorise les gauches irréconciliables et que tout ce petit monde fait la courte échelle à Macron. Parce qu'on oublie toujours de dire que Macron, c'est la créature de Hollande et Valls. Qu'on trouvait ça malin de sortir un libéral un peu moderne, qu'elle ait dépoussiéré la social-démocratie, en fait, ils se sont quand même bien fait avoir, quoi. Donc il y avait ce désaccord, et puis surtout ici, au Parlement européen, moi j'ai siégé dans le groupe social-démocrate, et j'ai très vite compris que la social-démocratie ne pouvait pas, et même ne voulait pas, changer radicalement l'Europe, et même se confronter au système libéral. Alors moi, c'était quand même pour ça que je me battais. Donc à un moment, il y a un divorce qui s'est pas fait dans la haine ou dans la brutalité, mais j'ai tiré les conclusions logiques de cette déception, de cette meurtrissure qui avait été... C'est pas une désertion? Une désertion? Pas du tout, au contraire. Moi, j'ai été un bon soldat avec autant d'état-service que d'état d'âme, parfois. Mais à un moment, c'est juste qu'on se sent plus à sa place. Donc, je me sentais plus à ma place. Et votre place, c'est auprès de lui? Oui, moi, je personnalise pas les choses, mais d'abord... Jean-Luc Mélenchon, moi je l'ai connu au PS. On s'est jamais quitté en fait. C'est même quand il a quitté le Parti Socialiste, on a continué à se voir, à échanger. L'avantage de Mélenchon, de ce point de vue-là, c'est que l'exigence intellectuelle, la culture politique est impressionnante, quoi. Voilà, c'est toujours un bonheur de discuter avec lui, même de se frotter. Il est rugueux et à la fois il est subtil. Mais faut vous oublier que moi, quand j'étais jeune garçon, jeune étudiant, alors je crois que c'était à Sciences Po, mon stage, je l'avais fait auprès de lui. À l'époque, il était sénateur socialiste. Vous étiez son attaché. Oui, ça a duré quelques mois. Mais enfin, on a appris beaucoup de choses. On a surtout appris à se connaître. Je pense que pour sauver l'Europe, il faut renverser la table. Voilà. C'est quoi votre idée de l'Europe? Pour moi, d'abord, l'Europe, c'est une histoire, une géographie, des valeurs, une culture. Et on l'oublie un peu trop souvent parce que l'Europe d'aujourd'hui, c'est essentiellement l'Europe du marché, des règles, des sanctions, des normes. Mais avant tout, l'Europe, c'est un formidable héritage culturel. On met pas ça assez en avant. Ensuite, c'était quand même une idée qui est magnifique, qui était l'idée de la coopération et de la solidarité entre des peuples et des nations. Ça c'est un projet extraordinaire. Sauf que c'est une idée qui a été dévoyée en réalité,
puisque au lieu de la coopération, de la solidarité, on a plutôt la concurrence et la compétition, quoi. Et même érigé en principe de vie. Regardez la directive travailleurs détachés, ça n'est que ça, mettre des travailleurs en concurrence les uns avec les autres. On parle très souvent de fiscalité au niveau européen. Tous les États se tirent la bourre pour savoir qui va avoir le plus petit impôt sur les sociétés pour attirer à lui les grosses multinationales. Donc ça correspond pas à l'idée que je me fais de Alors l'Europe. qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je me bats pour justement l'idéal européen dont je vous parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui a été dévoyé. Donc je me bats inlassablement. Et vous avez le sentiment de peser? Alors déjà, j'ai le sentiment, d'être un lanceur d'alerte. C'est important aussi dans ce Parlement européen sur vous savez, le traité de libre-échange avec les États-Unis, le TAFTA. S'il n'y avait pas eu des députés européens qui s'étaient battus, qui avaient travaillé avec des ONG, on n'en aurait jamais parlé comme on en a parlé. J'ai le sentiment aussi d'être un législateur. Alors bon, souvent ça passe pas forcément le mur du son médiatique en France. Ici, c'est l'art du compromis. Oui, alors moi j'aime bien le compromis, mais quand il y a un vrai rapport de force. Voilà. Et ce rapport de force, il faut avoir l'audace de le mener. C'est un peu un tabou en France, mais ici c'est quand même la droite allemande qui décide. Au Parlement, dans les institutions européennes, la droite allemande est hégémonique. À un moment, même si moi je suis germanophile, je parle allemand, j'adore la culture allemande, mais à un moment il faut quand même leur dire à nos amis allemands, on n'a pas les mêmes intérêts et on ne peut pas accepter votre logique parce que les Allemands ici, c'est tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi se discute. Non, on est la France, on est une grande puissance européenne, on a des choses à dire, on a des intérêts à défendre, il ne faut pas se laisser faire. Et pour ça, on n'est pas plus fort à plusieurs, à gauche? Comment ça, à plusieurs? On est plusieurs. Oui, mais vous êtes 3 listes. Plus. Il y en aura beaucoup plus. Mais est-ce qu'ensemble on n'est pas plus fort? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement... Ah oui, mais d'accord, mais déjà il faut qu'on parle du programme et du projet. Alors là, il y a quand même des nuances. Après, c'est vrai que la question concerne plus M. Jadot, M. Hamon et M. Glucksmann, qui pour le coup disent un peu la même chose. Nous, c'est pas notre cas. Il y a quand même de vraies divergences. Mais moi, je pense être sur une liste de rassemblement. Votre Europe rêvée, c'est quoi? Mon Europe rêvée, c'est une Europe de la coopération. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on est le premier marché au monde, qu'on pourrait, plutôt que rester corseté dans des règles budgétaires qui nous empêchent de faire des investissements importants, on pourrait être un continent de l'innovation. Par exemple, dire, on se donne un objectif, on met des dizaines, des centaines de milliards sur tel projet, et puis on fait la transition écologique. On pourrait le faire, on a les moyens de le faire. Mais on ne le fait pas. Je trouve que ça se résume trop souvent à des petites arguties budgétaires et puis surtout à un manque d'ambition, quoi. Voilà, moi je voudrais une Europe qui entreprenne, qui soit généreuse. Voilà, et c'est hélas pas l'image qu'elle donne. Merci à vous. Merci à vous. Emmanuel Morel d'avoir accepté de vous livrer dans Les Mois et Mois.